Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et très bon réveil à vous tous. Excellente matinée en notre compagnie. Nous sommes le mercredi 18 novembre. Nous serons ensemble jusqu'à 10h du matin, accompagnés par notre sponsor officiel du Bonjour d'Algérie, Coral Peinture. Nous aurons le plaisir d'avoir Hamid Belkacem dans un tout petit moment. Lui nous parlera donc d'une soutenance surtout de jeunes étudiantes qui ont soutenu tout récemment. C'est tout frais, c'est tout comme la sardine. D'ailleurs, on va en parler d'ailleurs. C'est le thème donc de leur soutenance, c'est l'approche sur l'impact de la température de surface, sur l'efficacité de la flottille sardinière Azmouri. Et oui, ce sont des étudiantes de l'ISMAL. Elles seront là pour nous parler bien entendu de leur sujet. Et surtout, c'est un sujet qui va beaucoup intéresser le ministère de la Pêche et pourquoi pas les pêcheurs en général. Nous aurons également la rubrique Mosaïque. Nessiba Jaïdir, dans sa rubrique aujourd'hui, fera un gros plan sur l'artiste peintre Abdel Nasser Rebati à Zouart Gallery. Il a exposé donc à Zouart Gallery. On verra ce reportage et puis elle rendra hommage à un artiste qui nous a quittés malheureusement un peu trop tôt, c'est Mohamed Tahar Laraba. Elle en parlera bien sûr dans sa rubrique. Et puis on aura également Hakim Keshrout pour parler sport. Il reviendra sur la sélection nationale, bien sûr. Les Verts qui ont été donc, ils ont joué un très beau match, retour avec le Zimbabwe. Ils se sont qualifiés pour partir à la Coupe d'Afrique et pourquoi pas remporter encore une fois, nous faire rêver tous les supporters de l'équipe nationale et voir encore une fois une autre étoile, bien sûr, au niveau du maillot de l'équipe nationale. Nous aurons également à recevoir des jeunes qui se sont lancés dans une belle entreprise familiale. Ils ont repris les rênes, en tout cas, de leur petite entreprise et surtout, c'était un atelier de maroquinerie. Aujourd'hui, ils en ont fait un label et surtout, ils veulent montrer leur savoir-faire. Ils se sont formés, ils sont nombreux. Vous allez les découvrir tout à l'heure à travers un reportage et puis voir comment ces jeunes ont envie de percer dans ce domaine-là. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Et je vous laisse tout de suite en compagnie d'Amel Haribi pour nous rappeler les nouvelles du ciel. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. De retour sur le plateau, Amel, comment ça va? Ça rigole. Oui, bonjour Amel. Est-ce qu'ils ont mes cheveux? Bon, c'est ça. Oui, alors on va parler un petit peu de sardines tout de suite. Ah oui, tout de suite, là, tout de suite. Oui, bah, il faut que la température soit belle pour que justement les sardiniers sortent, les bateaux de pêche sortent, etc. C'est à quelle température au fait? Je ne sais pas, ils vont nous le dire. Ils vont nous le dire tout à l'heure. Vous avez fait l'ISMAL aussi. Oui. Vous savez ce que c'est être donc ingénieur sorti donc, de cette prestigieuse université aussi. Ah oui, très bonne université. Voilà. Ouais. Bon, on vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée sur les côtes centre également, les régions intérieures et les hauts plateaux de l'ouest et l'est du pays. Puis le ciel deviendra généralement dégagé sur l'ouest, mais dégagé à peu nuageux sur le centre. Des passages nuageux sur les régions de l'est avec quelques pluies qui seront parfois assez marquées et sous forme d'averses, mais vers l'extrême est, plus exactement à Tarf. La moitié sud, excepté quelques passages nuageux sur les oasis, partout ailleurs rien à signaler. Le soleil sera bel et bien au rendez-vous. Sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, l'extrême sud, le Sahara central, le Hégard Tassili et le Sahara oriental avec des soulèvements de sable, cette fois-ci vers le Sahara central et l'extrême sud. Les températures, l'après-midi, eh bien, elles sont plutôt fraîches vers l'intérieur. Le minimum 14 degrés à Batna, 17 à Al-Bayad, 18 Constantine et Djelfa, 22 à Alger, Tizi Ouzou, également Oran, 21 à Naba, 23 vers Tiaret, 24 à Tlemcen, Biskra, 22 Gardaya, 23 à Bécha, 26 degrés à Elizi, 25 Tamanrasset et Janet, 29 à Drarin Salah, 30 à l'extrême sud et 32 degrés à Tindouf. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt peu agitée.
sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest, 10 à 20 km/h sur les côtes centre et 10 à 30 km/h sur les côtes est de secteur nord. On va faire un petit voyage cette fois-ci du côté de l'Asie où le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé. À Hong Kong également, Singapour peu nuageux à Bangkok, un beau soleil par contre à New Delhi, Dhaka et Tokyo. Le mercure affichera 21 degrés à Tokyo, 13 à Pékin, 24 à Hong Kong, 33 degrés à Manille, 32 à Jakarta et le maximum cette fois-ci à Bangkok avec 34 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, vous savez tout à présent sur le temps qu'il fera aujourd'hui sur le territoire national et pas que, bien sûr. En Asie aussi, il fait bien chaud. Ah oui, oui, Ouais, des c'est températures bien sûr. assez élevées. Hein. Il y a beaucoup d'humidité oui, également Très chez eux. humide, c'est comme chez nous. Hein. Ouais. Bon, un peu plus, j'imagine. Hein. Un peu plus. Perhaps. Bon. Donc, on vous dit merci beaucoup, Mel. Merci à vous. Et puis, on vous dit bonne journée. Merci vous allez également. suivre tout à l'heure les étudiants dans Ah un oui, moment, oui, oui. tout de suite avec Hamid Belkhassam. Avec un grand plaisir. Voilà, ça va vous rappeler des souvenirs. J'aime bien hein. cette rubrique en plus. Voilà, il va être content, Hamid Belkhassam. Ah oui, oui, je l'admire. Il en a des fans, Hamid Belkhassam. Ah oui, Il moi, en je a suis beaucoup fan. des fans. Moi, je suis fan. Eh bien, on va vous laisser repartir avec une Merci, belle Ahmed. chanson. C'est Amine Djemel qui est du groupe Babylone qui chante Olulha. On se retrouve juste de retour sur le plateau. J'espère que vous avez apprécié ces rythmes et on le reçoit comme il se doit. Hamid Belkhassam est là chaque mercredi. Il nous fait le plaisir de nous faire partager sa passion pour l'environnement. Hamid, bonjour. Bonjour Amal, Vous avez- bonjour à tous et à toutes. Ouais, vous avez vu les nombres de fans que vous avez Oui, à c'est Canal bien. déjà Oui, et pas que, hein. Ah ben, Tous ceux qui vous suivent chaque vous mercredi. savez pourquoi, Amal? Parce Oui. que l'environnement, c'est l'affaire de tous, Oui, tout simplement. c'est ça, Voilà. tout simplement. Et là, vous avez été donc travaillé, vous avez été donc récemment assisté à une soutenance Ah oui, qui vous a assez marqué. Particulièrement, d'abord par l'exposé oral qui est tout simplement magistral, en plus parce que c'était du 2 en 1. C'était un ingénieur d'État, en même temps qu'un master, Master. 2. Donc il faut plus un volume horaire supplémentaire de 200 heures, c'est pas rien du Ah. tout. Et une soutenance 2 en 1 au niveau de l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral, d'Al Ibrahim, notre institut océanographique Oui. national, et le plaisir de voir deux Deux jeunes jeunes étudiantes algériennes. algérienne venue d'une wilaya non côtière, non littorale, Sidi Bel Abbès. Sidi Bel Abbès, qui arrive à décrocher une excellente mention, donc excellent, une très bonne moyenne, 18,5, sur une thématique qui a été rarement, mais alors là, c'est une première, rarement abordée. C'est un aspect économique de la production halieutique, notamment la sardine, donc elles Vraiment, sont là. La sardine qui est vraiment d'actualité. Voilà. Bonjour mesdames. Bonjour marhaba bikoum. Alors on va vous présenter Yousra Zawi. Merci. Bienvenue. Et puis pour bravo. l'invitation. Allez, c'est le mec. Et Imen Ouali. Bonjour. madame, bonjour à vous. Bienvenue. Alors depuis que vous avez donc en fait rallié donc l'université de Ben Aknoun, de Del Ibrahim, De pardon, Del Ibrahim. vous vous êtes pas séparés toutes les deux. Oui. Déjà Non. que vous étiez Non, à Sidi Bel déjà Abbès, avant. vous aviez passé le concours, c'est ça, vous Oui. nous disiez. On était à la classe préparatoire à Sidi Bel Abbès, c'était l'agronomie. Voilà. Puis on a passé un concours national. Après qu'on a eu le concours, on a choisi directement l'ESMAL. Voilà. Ça a été votre premier choix. On était passionnés par la mer. Voilà, Voilà. passionné par la mer. Voilà. Et puis depuis, vous travaillez tout le temps ensemble, vous On êtes est un tout le temps binôme. ensemble, on est binôme On est dans des tous inséparables. les... Ouais. oui. Et vous avez choisi cette thématique, donc le sujet qui est très intéressant, un sujet qui va vraiment intéresser pas que Hamid Belkhassam ni même nos téléspectateurs, mais peut-être au ministère de la Pêche également. Ça sera un plus pour Oui, tous pourquoi ceux pas. qui... Donc le sujet a été proposé par notre encadreur. Il était vraiment intéressant, c'est exactement ce qu'on voulait travailler sur. Donc ça nous a fait un grand plaisir de travailler là-dessus. Ouais, Et le sujet, c'est grosso modo, c'est quoi? C'est aller chercher la sardine où elle se trouve, parce que bon, on n'a pas pris aussi. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des systèmes d'information géographique. Oui. Et dans les systèmes d'information géographique, vous avez la cartographie. Vous avez choisi de
de travailler sur les cartes de température. On va voir tout à l'heure quelques petites photos. Et les débarquements, les fiches de débarquement. Alors, et c'est les quoi une cartes, fiche de débarquement? Voilà les cartes de température au niveau de toute la Méditerranée. Voilà, c'est des cartes de température. Donc, on a utilisé ces cartes pour justement relever la température de surface dans la zone d'intervention de Zemouri, en utilisant une clé, donc un code couleur, pour justement déterminer une température idéale, qu'on a nommée une température indicatrice, pour justement arriver à détecter les meilleures productions. Et du côté de Zemouri, la température indicatrice se situe entre quelle fourchette? À Zemouri, pour prendre de la bonne sardine. 22 24. Entre 22 et 24. Mais en dehors de cet intervalle, il y a d'autres températures qui correspondent à des débarquements importants. Mais la meilleure. La meilleure, c'est entre 22 et 24. Ça veut dire que le patron de sardinier, Raïs, s'il veut faire une pêche, une très bonne pêche, normalement, il devrait être outillé pour avoir de la cartographie. Voilà. Et justement, c'est l'utilisation des instruments de détection. Donc, c'est des instruments d'aide à la pêche. Et aujourd'hui, on peut avoir ça sur son smartphone, son téléphone. On peut avoir ces cartes. Je pense qu'il y a des applications au jour d'aujourd'hui pour permettre... C'est des sondeurs et des sonars. Donc, presque tous les seineurs de Zemouri ont un sondeur. Il y en a même ceux qui ont un sonar. Donc, oui, une petite précision peut-être, elle parle de sardinier seineur. Il y a plusieurs types de sardiniers, mais le sardinier seineur, c'est celui qui a une saine, donc c'est le filet qui est circulaire, c'est ce qu'on appelle le sardinier seineur. Très bien. Et donc elles ont travaillé sur les sardiniers seineurs de Zemouri, là, qui va de Cap Ginette jusqu'à Cap Matif. Alors pour ça, vous avez donc vous avez dû aussi sortir en mer plusieurs fois et faire ce genre d'expérimentation. Et analyser des fiches de débarquement surtout, parce qu'il en faut. On s'est rapproché de l'antenne de pêche de Zemouri pour ramener les fiches de débarquement. C'est quoi une fiche de débarquement? Ce sont des données quotidiennes. Alors c'est quoi une fiche de débarquement? C'est des fiches quotidiennes qui renseignent sur les captures de la sardine, de l'anchois et la latche, donc les petits pélagiques. Ainsi que les prix. Les prix, les navires en activité. Le nom des collecteurs. Très bien. D'accord. Et un échantillonnage aussi. Voilà. Journaliste. Exactement. Sur toute une période, j'imagine. C'était pas sur... de juin 2015 à décembre 2016. Oui. Ah d'accord. Du 21 de juin 2015 jusqu'au 31 décembre 2016. D'accord. Et pour la cartographie des températures, ça s'est passé comment? Donc, chaque fiche de débarquement, on a essayé d'avoir sa carte de température. Oui. D'accord, de carte de température aussi journalière. D'où, Amel, justement, au niveau de la brillante soutenance qui s'est effectuée à l'INSMAL dimanche passé, dimanche 15 novembre. Face à un parterre donc, de spécialistes, de docteurs, d'État. Et puis, le président du jury n'était autre que le professeur Rachid Semroud, qui a une renommée internationale. Le promoteur, c'est quelqu'un que nous avons l'habitude de recevoir. Professeur Mohamed Kacher, que nous saluons en passage. Et j'imagine qu'il est à l'écoute pour manager ses étudiantes. Autre chose, c'était la somme, le nombre assez conséquent de cartes de température, c'était 357 cartes de température qui ont été analysées. 357 fiches quotidiennes. D'accord. Et c'est la corrélation entre la fiche de débarquement avec à côté la carte température qui a permis de voir à quelle température on pouvait faire les meilleures prises. On a essayé de faire une superposition entre les débarquements et la température. Pour arriver justement à savoir à quelle température on peut avoir des meilleurs débarquements. Voilà. Et l'impact de la température. Et l'analyse donc de ces informations, vous en avez fait une modélisation pour en tirer une conclusion à ce moment-là. Voilà, exactement. C'est ce qui a plu aussi à vos encadreurs, à votre encadreur et surtout les membres du jury et tous ceux qui étaient là pour comprendre un petit peu l'impact de la température. Sur l'efficacité de ces seineurs. C'est-à-dire que la température influence la disponibilité des poissons, automatiquement influence la rentabilité des seineurs et des sardiniers. Vous avez travaillé uniquement sur les sardines, uniquement. Le petit pélagique, parce qu'il y avait
On peut voir les photos de, il y avait toi, il y a de la latch, la saurel, la sardine, l'anchois, la latch, la saurel et voilà, on les C'est voit, ça. justement. C'est Voilà. les espèces sur lesquelles vous avez travaillé. Exactement. Ce sont des espèces de petits pélagiques qui vivent en banc. Est-ce que le fait de rencontrer justement les pêcheurs et les patrons donc, de pêche, ça vous a aussi aidé dans le traitement de vos analyses? On a essayé de se rapprocher des pêcheurs, mais vu les circonstances, le Covid, on n'a pas pu... C'est dommage. Enfin, il faut savoir que même sur les sardiniers, le nombre de bahara, de matelots, a été réduit. Parce que bon, sur un sardinier, il y a une superficie seineur, il y a une superficie limitée. Et donc le service national des gardes-côtes, qui est chargé de la police en mer, a limité le nombre de marins à bord. Et donc si on limite le nombre de marins, on ne peut pas fatalement embarquer des non-marins. Mais bon, d'où le retour à l'expertise des fiches de débarquement et leur corrélation avec les fiches de température. Mais ce qui m'a personnellement, parce que j'ai tenu à assister à cette soutenance, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le fait qu'au jour d'aujourd'hui, on est très content dans des écoles supérieures algériennes ou l'université algérienne en général, mais surtout parce que c'est des pôles d'excellence, les écoles supérieures, c'est que la science devient réellement un outil d'aide à la décision des politiques, de ceux qui managent les différents secteurs. En général, les grandes écoles ou l'université nous habituent à travailler sur d'autres modèles beaucoup plus académiques. Là, en introduisant le facteur économique et surtout de rentabilité, la science devient un outil d'aide à la décision pour les décideurs et c'est ce qui est remarquable. Voilà. C'est vraiment optimiser en tout cas ces pêches aujourd'hui. La pêche, ce qu'on appelle la biomasse, la ressource, c'est une bioressource vivante qui se déplace. Et il y a en amont aussi, elles vont le dire, elles ont travaillé sur un modèle très précis pour voir est-ce qu'un sardinier seineur du côté de Zemouri, dans la wilaya de Boumerdès, est rentable ou pas, justement. Vous avez travaillé sur cet aspect très précis. Donc, on a sorti, c'est-à-dire nos résultats montrent qu'un seineur n'est pas rentable. Parce que les pêcheurs ne prospectent pas, ne cherchent pas, n'utilisent pas ces instruments d'aide à la pêche. Il y a un tableau synthétique qui a été présenté qui est très révélateur. C'est du gâchis en fait, c'est du gâchis pour rien. Faire sortir ce genre de bateau. Quand on prend le prix du sardinier seineur qui se situe entre 30 et 40 millions de dinars, c'est-à-dire 3-4 milliards de centimes, auxquels on doit ajouter les cotisations de la sécurité sociale, les salaires des matelots, le carburant, les intrants, tout cela fait que si on n'utilise pas cette cartographie, on ne peut pas assurer une rentabilité. Donc on va aller chercher le poisson là où il ne se trouve pas en abondance et fatalement, si en amont on a contracté un crédit, on ne pourra jamais le rembourser. C'est sur ce modèle, y compris mathématique, qu'ont travaillé ces deux demoiselles. Exactement. Est-ce que, moi je suis curieuse de savoir, est-ce que justement vous avez utilisé ces données et vous avez permis peut-être à un ou deux pêcheurs de pouvoir en profiter en fonction donc des cartes, aller pêcher là où il y a donc de la sardine, là où la température, on l'a vu sur la carte, est orange, c'est ça, ou rouge? La couleur jaune. Le jaune, c'est la température idéale. Donc c'est une température de 22-24 où on trouve des meilleurs bancs de poissons, les meilleurs débarquements. Si les pêcheurs, donc on peut faire appel aux pêcheurs, s'ils fassent plus d'efforts en utilisant leurs instruments d'aide à la pêche, ils peuvent détecter les bancs de poissons et avoir de meilleures productions, pourquoi pas. Cette carte par exemple. C'est une carte prise décembre. La température, la couleur verte représente la température qui se situe entre, si on voit l'échelle, entre 16 et 40, 16-18. C'est-à-dire, là, on trouve des débarquements, mais sans des débarquements... Donc, on peut aller chercher les meilleurs débarquements en cherchant la température idéale. D'accord. Ce sont des photos satellitaires, hein? Oui, d'accord, de la surface de l'eau méditerranéenne. Donc, on a défini des situations. Et ça, c'est des températures beaucoup plus intéressantes parce qu'il y a du jaune. C'est là où il y a du jaune. Le jaune, même l'orange. Donc ici, dans la zone de Zemouri, la température idéale, elle est diffuse dans et en dehors de la zone d'intervention. Et c'est de 22-24. Alors la température, mis à part la cartographie satellitaire, on pourrait la voir
sur le sondeur et quand on arrive sur zone, c'est le sonar qui détermine le bon de poisson. C'est cela. C'est-à-dire ces instruments servent à repérer les bancs de poissons. Le sondeur sert à repérer les bancs de poissons qui sont en dessous du bateau et le sonar fait à distance, c'est-à-dire balayage latéral. Voilà. D'accord. Et ces instruments, s'ils sont bien utilisés et associés à la cartographie, permettent une meilleure rentabilité. Optimiser au maximum justement la pêche. Mais votre conclusion, elle est assez particulière parce que vu la manière dont les sardiniers seineurs de Zemmouri, c'est cela, votre zone d'étude, travaille, il est très difficile d'assurer une rentabilité. Vous avez sorti avec une conclusion qui est assez atypique dans les centres de recherche en Algérie. Donc justement, pour ce faire, on a essayé de faire des simulations. Donc si on augmente notre production jusqu'à 20 ou 40%, en augmentant même les prix criés, donc les prix de la première vente. Qui sont en moyenne entre 300 et 450. Alors c'est entre 300 et 450 dinars le prix au débarquement quand on sort du sardinier seineur. Il faut multiplier par un facteur 2 pour arriver sur le marché entre 700 et 800 dinars. Toutes ces augmentations afin d'assurer une meilleure rentabilité. Pour l'armateur qui soit bénéficiaire. Parce que dans tous les cas, un armateur il est perdant même en augmentant la production à 20% à 40%. Donc un seul scénario où un armateur peut gagner, c'est lorsqu'on augmente la production jusqu'à 40% et les prix criés jusqu'à 450 dinars. Et donc peut-être il pourra rentrer dans sa marge. Mais tout ça, il n'aura même pas la chance d'amortisser son navire pour l'année suivante. Vous voulez dire qu'en augmentant la production de 40% à la criée, c'est-à-dire qu'avec 450 dinars, il n'est pas évident pour ce sardinier seineur d'être rentable, d'être une bonne affaire. Même pas d'amortisser son navire. Et la conclusion, ce serait quoi pour préserver la ressource? C'est réduire la flotte. Donc c'est une augmentation significative de la production et des prix. Pour ce faire, donc une réduction de la flottille pourrait être une solution à étudier. D'accord. Une réduction de la flottille, ça veut dire que diminuer le nombre de sardiniers seineurs au niveau des ports de Zemmouri. Il y a soixantaine de navires, des sardines. Des fois jusqu'à 64 navires qui sortent par jour. Et il n'y a pas suffisamment de sardines pour permettre à ces 64 sardiniers d'être rentables. Il y a une certaine compétition entre les pêcheurs. C'est normal. Si on réduit le nombre de navires, on réduit automatiquement cette compétition. Voilà, donc la sortie de 64 navires par jour pourrait influencer et menacer les bancs des petits pélagiques. Ça va créer une sorte, pour ne pas dire une surexploitation, mais plutôt une surcapacité sur les bancs de poissons. Donc c'est tout le monde qui va projeter de la lumière en mer, ils vont créer une lune artificielle. Donc c'est la... c'est-à-dire les bancs ils vont se disperser. Exactement. Et ça va un petit peu changer leur dynamique et leur physiologie, bien sûr. Le bruit des sardiniers, donc le poisson va fuir. Voilà. Tout ça rentre en considération. Et ça, c'est des scientifiques qui le disent. Ça vous intéresse en premier lieu, bien sûr, parce qu'on s'intéresse à la capacité, donc le facteur commercial, le facteur économique, mais pas que, le facteur scientifique aussi est pris en charge. En fait, c'est la science qui devrait guider tout homme politique, tout décideur, parce que c'est à partir des données scientifiques, on le voit, l'imagerie satellitaire, corroborée par les fiches de débarquement, par un travail in situ sur le terrain, dans la zone de pêche de Zemmouri, qui a permis d'arriver à une solution, réduire le nombre de la flottille pour permettre à ceux qui vont rester. Après, c'est aux politiques de déterminer quels sont les critères. Ceux qui ont des vieux bateaux, les personnes âgées, ainsi de suite. Il faut laisser la place aux jeunes pour pouvoir amortir. Mais en amont, il faudrait aussi que les politiques sachent faire une bonne lecture du travail des scientifiques en disant la chose suivante. OK, basta, sur Zemmouri, on ne va plus financer d'autres sardiniers seineurs parce que la zone est en sursaturation critique. Il va falloir
aller prospecter ailleurs. Et il faut rappeler encore une fois que la sardine, c'est le petit poisson, le pélagique, c'est le meilleur pour la santé. Hein. Oui, c'est les tout petits poissons qu'il faut manger absolument. Et puis, c'est pour cela qu'on les invite à Yossara Zaidi et Imen Nouali à aller un peu plus loin, aller vers un doctorat. Ils ont travaillé sur la zone de pêche de Zemouri, qui va de Cap Ginette à Cap Matifou, mais pour corroborer leur recherche, il faudrait qu'elles travaillent un peu plus dans un doctorat, Inch'Allah, sur tout le littoral. Et à ce moment-là, on pourrait avoir une cartographie nationale des températures, des zones de pêche, des saisons, et ainsi de suite. Et c'est la science au service de l'investissement et de la politique. Voilà, surtout quand on sait comment est-ce que cette sardine est exploitée, hein, quand on a vu aussi les différents modes aussi d'exploitation et de pêche à la dynamite et autres, ça fait mal au cœur pour l'environnement. Merci beaucoup Hamid. Merci à vous. Merci mesdames. Je rappelle Yousra Zawi, vous êtes donc Master 2, c'est cela, bravo encore une fois. Et puis Imen Ouali également, binôme, donc Master 2 également, donc de l'école supérieure, donc l'ISMAL, c'est ça? L'école nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral. Voilà, bravo à vous. Merci et puis bien. Bonne chance pour, encore une fois, continuer à faire de belles choses. Merci bien, merci pour votre invitation et votre appel. C'est un encouragement pour nous. Eh ben, nous aussi, on est fiers de vous. Vos familles qui doivent vous regarder ce matin, ça fait longtemps, ma chère, comme ça. Allez, faites-leur un petit bonjour. Voilà, allez, bon courage à vous et à très bientôt. On reste dans le domaine de la pêche. Hamid, on vous recevra dès mercredi prochain, Inch'Allah, à travers donc une autre thématique. On vous invite à vous intéresser à l'unité de transformation de thon. C'est du côté de Béjaïa et c'est Saïda Mayouf qui était. Regardez. Située dans la commune de Ouadrir, à quelques encablures du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, l'unité Gouraya de transformation de thon, créée au début de l'an 2000, fait de la satisfaction du marché national son fer de lance. Cet investissement a pu aboutir grâce au soutien à la relance économique. L'idée a été venue à travers mes voyages dans le monde et surtout en Asie. J'ai pensé à faire ça dans mon pays et j'ai constaté avant qu'on a fermé déjà plusieurs usines de sardines et du thon, ça m'a fait vraiment mal au fond de moi. Et ben, j'ai essayé de créer ça. Dieu merci qu'on a réussi à avoir cette boîte en Algérie, dans mon pays. Maintenant, on a commencé en 2001 avec l'aide de l'État aussi. Les États nous ont vraiment aidés. Nous, on a fait un défi, bien sûr. Maintenant, on est vraiment très, très satisfaits. D'une seule ligne de production au départ, la deuxième ligne a été installée pour doubler la production de cette conserverie. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 400 000 boîtes qui sont produites quotidiennement. On a une ligne. Maintenant, on a deux. Une qui travaille 300 boîtes à la minute et une autre qui fait 400 boîtes à la minute. Techniquement, on a vraiment bien avancé. On est déjà en ISO certifié, en ISO 2001-2015, la nouvelle organisation. Nos produits c'est du thon à l'huile végétale, du thon à la tomate, ainsi que du thon nature. Mais dans le futur proche, on va essayer de faire toute la gamme, c'est-à-dire à l'huile d'olive, sauce piquante, à la mayonnaise, tout ce qu'on trouve par exemple dans l'étalage à l'étranger. Avec 130 ouvriers, en majorité des femmes, l'usine a permis de résorber une partie du chômage et former une main-d'œuvre qualifiée. Diplômée, j'ai un master 2 en sciences alimentaires. Oui, sûrement. C'est un peu difficile de trouver du taf ces derniers temps, donc je suis passée par 2 ans de chômage avant de m'avoir donné une chance ici. Alors j'ai saisi l'occasion ici, même eux ils m'ont donné cette occasion. Ils m'ont donné plusieurs fois l'ambiance. Oui, justement, c'était une équipe de jeunes, beaucoup plus. Donc on était motivés. On fait le contrôle de la matière première, les boîtes, on contrôle le poids et le produit fini. Je suis diplômée en sciences biologiques, physiologie végétale. Oui, j'étais en chômage. Et alhamdoulilah, c'est grâce à cette entreprise que j'ai fait une année.
Les marchés avoisinants, voire les marchés nationaux, sont approvisionnés par cette conserverie qui ambitionne, grâce à la transformation du produit de la mer, de conquérir des marchés extérieurs dans un futur proche. À présent, place à l'art plastique, aux arts plastiques et bien sûr, surtout la rubrique Mosaïque que vous retrouvez chaque mercredi matin avec Nassiba Jaïdir. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel. Comment ça va? Bonjour à vous tous, ça va? Très bien, vous êtes en forme? Oui, ça va, mais un peu triste par rapport à la mauvaise nouvelle qu'on a eue. C'est vrai. On a perdu un artiste, Mohamed Tahar Laraba, qui nous a quittés vendredi dernier, un artiste peintre qui aura marqué son temps, son époque, un enfant du ruisseau. Il a grandi au ruisseau, il habitait au ruisseau. Et malheureusement, il nous a quittés, il a eu un malaise cardiaque, il nous a quittés vendredi dernier. On voit sa photo d'ailleurs. C'était un homme très généreux, un artiste peintre qui a échangé, partagé avec plusieurs générations d'artistes. Il a formé. Il a formé, exactement. C'était un artiste autodidacte. Et il a fait ses premières classes à la Société des Beaux-Arts d'Alger, sous l'enseignement de Abdelrahman Sahouli, qui a dirigé pendant des années la Société des Beaux-Arts d'Alger. Cette Société des Beaux-Arts d'Alger par laquelle sont passés des artistes de renom aujourd'hui. De renom. On le voit ici aussi en compagnie de... sur la gauche, oui, Laraba, Laïrhmo. Au milieu, juste à côté, je vois pas qui c'est, désolée. Et je connais pas. Et juste à côté, c'est Talwi Akasha, un artiste peintre aussi qui a marqué de son empreinte l'art pictural algérien, qui continue à activer. Il est collectionneur aussi. J'ai eu le plaisir de visiter son atelier. Et juste à côté, Chagran, Nordin Chagran. Donc c'est certainement une exposition collective de peinture. D'ailleurs, c'est vous qui avez ramené ces images. Merci Amel ce matin. Et là, on va voir peut-être un peu son œuvre, mais on reviendra. Voilà, on va voir peut-être ses tableaux. Il y a quelques natures mortes. Il était dans le figuratif. Voilà. Alors là, une Casbah d'Alger. Et il était dans l'art figuratif. Avec une lumière extraordinaire. Oui, j'aime beaucoup son travail. C'est l'ombre entre lumière. Bon, là, il a toujours représenté l'Algérie dans ses traditions, ses ambiances. Et sa lumière, c'est entre le clair-obscur. Il y a un côté ombre, côté lumière. Il maniait très bien le pinceau. On lui a rendu hommage justement en disant cet artiste qui est parti, l'artiste du clair-obscur. Du clair-obscur, absolument. Regardez cette couleur. Voilà, magnifique, magnifique. De la baie d'Alger. Oui, magnifique, la baie d'Alger. Donc les terrasses de la Casbah. Les terrasses de la Casbah. Et il en a réalisé des peintures, il en a vraiment réalisé des peintures tout au long de sa carrière. Sa peinture est très ancrée dans le terreau culturel algérien. Il a toujours mis en valeur le patrimoine, les traditions. Il a peint la Casbah, il a peint le sud. Rabbi Rahmo, on reviendra peut-être plus en détail. À travers des personnes qui on lui rendra hommage. Peut-être qu'on ira à la rencontre de ces artistes, de toutes ces personnes qui l'ont connu. D'ailleurs, notre collègue Zahra Daridi, elle m'en parlait ce matin. C'était son voisin, elle m'en a parlé avec beaucoup d'émotion, Zahra. Elle a grandi, elle aussi, elle a grandi au ruisseau, et c'était son voisin, elle connaît sa famille. D'ailleurs, elle m'a même suggéré d'aller faire un tour dans sa maison, là où il a habité, il a grandi. Il m'a dit, bon, si tu ne connais pas, je peux t'y emmener, je connais sa famille. Voilà. Ça sera peut-être qu'on pourra voir des photos. D'ailleurs, on la remercie, Zahra, au passage. Notre ingénieur du son. Voilà, notre ingénieur du son, pardon. Et peut-être qu'on ira sur ses traces. Ce qui me faisait un peu de peine, peut-être, c'est-à-dire qu'il était tellement modeste, tellement plein d'humilité, cet artiste peintre, qui voulait toujours travailler loin des feux de la rampe. Il a toujours refusé toute interview. D'être médiatisé. D'ailleurs, on n'a pratiquement pas beaucoup d'images dans les archives. Je l'ai relancé à plusieurs reprises. Et là, les derniers temps, il a été dans un premier temps, il avait son atelier au Bois des Arcades. Bien avant, je ne saurais vous dire où il avait son atelier. Mais par la suite, il s'est installé au Bois des Arcades, à Riyad al-Fath. Et après, il a été le voisin de Abdelrahman Kahlen.
qu'on salue au passage et qui est très affecté, très touché par la perte de Mohamed Laraba, parce que c'était son voisin, hein, il était juste à côté, son atelier était à côté de son atelier, il y avait Laraba qui est mitoyen, il a animé des ateliers bénévolement, alors il accueillait des jeunes artistes et il partageait avec eux les moindres petites astuces en peinture. Très généreux dans ce partage. Absolument, il était très très généreux et Abdelrahman Kahlan d'ailleurs est très très affecté par la perte de son ami, parce qu'il avait son atelier mitoyen à son atelier, donc tous les matins ils se rencontraient, en fin d'après-midi ils prenaient un café ensemble, ils partageaient tout, c'est très difficile. Et puis bien sûr vous aurez l'occasion de lui rendre hommage plus amplement à travers des témoignages. Voilà, le temps de se préparer, d'aller à la rencontre des gens qui l'ont connu, si on peut avoir des témoignages, peut-être aussi revenir sur ses différents tableaux, sa peinture. Voilà, sa peinture, son tableau, son parcours, avec plus de détails la prochaine fois. Très bien. En tout cas, merci pour cet hommage d'aujourd'hui. Vous allez faire un gros plan aussi sur Ezouard Gallery également. Oui, alors un autre artiste. Absolument, l'actualité oblige. On est allé, on a largué nos amarres à Ezouard Gallery, une galerie qui met son espace gracieusement à la disposition des artistes peintres. Cette galerie est animée et dirigée par Amel Ben Mohamed, qui est une ancienne beaux-artiste, et qui est toujours là à dénicher les artistes, les talents. Cette fois-ci, c'est place à l'aquarelle cette semaine. On est allé à la rencontre d'un artiste qui fait de l'aquarelle. C'est son médium préféré, c'est sa technique de prédilection, Amel. Et on est allé à sa rencontre, voilà. Très modernisé dans sa démarche. Il donne une touche moderne contemporaine à son travail. Alors on va voir un petit peu donc, ce travail, et surtout vous allez adorer l'aquarelle cette fois-ci à travers donc, nos villes et surtout notre paysage algérien. Regardez, suivez le guide, c'est Nassiba Jaïdir. L'aquarelle, c'est son moyen d'expression. Pinceau en main, le geste sûr et rapide, Abdelnasser Rbati aménage son espace plastique. Un rythme et un mélange de couleurs, avec à la base un dessin. Ce médium lui offre de nombreuses possibilités, mais il n'a pas le droit à l'erreur. Au fil du temps, il compose au gré de ses coups de cœur. La peinture à l'eau, c'est devenu sa technique de prédilection. Avant de visiter son exposition, cet aquarelliste a bien voulu nous faire cette démonstration. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé à dessiner. J'avais, comme tous les enfants, une grande attirance pour le dessin. Chemin faisant, je me suis orientée vers l'enseignement du dessin. Après une carrière de 13 années, je me consacre aujourd'hui à ma passion. En Tunisie, durant mon séjour, j'ai été à la rencontre d'autres artistes. Cela m'a permis d'échanger des expériences. Je me passionne pour l'aquarelle. J'aimerais bien développer encore plus cette technique. C'est à Ezouard Gallery qu'il nous invite à découvrir sa collection. Sur ses 6 messes, plus d'une quinzaine d'aquarelles. Des aquarelles dont chacune d'entre elles raconte sa petite histoire. Dans ce champ thématique et créatif, Rbati se laisse guider par sa ferveur artistique. Son inspiration, il la puise dans le terreau culturel algérien. Cette exposition, il a intitulé Alger, voyage dans le temps. Abdelnasser Rbati est un artiste peintre qui travaille sur l'aquarelle. C'est une technique qui n'est pas vraiment très facile à faire. C'est un art assez difficile parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc c'est pas comme la peinture à l'huile. Quand on travaille la peinture à l'huile, on peut rectifier, mais avec l'aquarelle, ceci n'est pas possible.
Donc c'est une technique très très délicate. Et il travaille sur, il a des sujets très très différents. Il travaille sur le patrimoine, sur les paysages, sur les ruelles de la Casbah, mais revisité d'une manière très contemporaine. C'est ça qui donne du charme à son travail. Dans son travail, un jeu de matières et de couleurs. Avec toute une sensibilité en éveil, Rbati nous dévoile son talent d'artiste. Dans ses œuvres d'art, formes et couleurs évoluent en harmonie. Sa passion, c'est la peinture. Il y consacre une bonne partie de son temps. Entre le rêve et la réalité, c'est un bon moyen d'expression et d'évasion. Dans cette exposition, l'artiste met en regard ses œuvres d'art. L'aquarelle, généralement, elle se travaille sur du papier. C'est un papier spécial aquarelle qu'on ne trouve pas très très souvent. Et surtout, on ne trouve pas la qualité qu'il faut. Pour l'aquarelle, on commence avec un dessin au crayon. Et après, avec de la peinture à eau, on essaye de faire les contours et tout. Et après, on entame les détails et tout. C'est une technique qui se travaille avec beaucoup d'eau. L'eau, il est très très important dans le travail de l'aquarelle. Alger est représenté dans ses ambiances et sa lumière. Des regards posés et des souvenirs en mémoire à partager. Dans cette exposition, Rbati met en scène ses émotions d'artiste. Une exposition où il met en lumière sa créativité. Très beau travail en tout cas donc de cet artiste Rbati qui est donc de la région de Tébessa. C'est un enfant de Tébessa. Très beau travail. Il a grandi, il est né là-bas. Ensuite il est venu sur Alger. Il a fait une carrière un petit peu, il est passé par l'enseignement, il a enseigné le dessin, la peinture au collège. Et il a eu à exposer à plusieurs reprises, donc disons qu'il a un parcours atypique, enfant, comme il a pu nous le dire dans le reportage. Et il a commencé dès qu'il était tout bout de chou, hein, il est tout jeune, tout bambin, il a commencé à dessiner, il avait des dons. Il a perfectionné ce don, voilà, il est allé jusqu'au bout. Absolument, il illustrait ses cahiers de récitation, il dessinait pour ses petits copains, ses amis. Et puis finalement, en chemin faisant, il a voulu percer, il a continué, il a voulu percer dans ce chemin, dans la peinture. Et là, aujourd'hui, il se consacre, après 13 années d'enseignement dans le collège d'enseignement, et aujourd'hui, il se consacre entièrement à sa passion, à son art. Et il a choisi ce médium, l'aquarelle, et pourtant, c'est une technique quand même qui est très assez difficile. J'ai eu à réaliser des reportages dans des ateliers d'aquarellistes. C'est vraiment une technique qu'on n'a pas le droit. Le rendu est magnifique. Quelquefois, on croirait que c'est une photographie. Absolument, il faut vraiment respecter le dosage, comme l'a si bien dit Amel Ben Mohamed dans le reportage. Le dosage, il faut quand même, c'est une technique. Bon, maintenant, lui, il travaille avec l'expérience aidant. Il travaille à main levée, en fait. Il travaille à main levée. On l'a vu, il nous a fait la petite démonstration dans un petit restaurant juste à côté, un restaurant Gosto, qui a bien voulu prêter son petit espace pour qu'il puisse nous faire cette démonstration. Et donc, il a de très, très, très belles aquarelles. Donc, il a eu à exposer à titre personnel, collectif, dans plusieurs galeries. Sa collection, ses tableaux, on les retrouve dans des collections publiques, privées. Et il a fait aussi un passage en Tunisie. En Tunisie, dans une région de Tunisie, où il a eu à rencontrer d'autres artistes, à échanger, à partager. Et là, il veut aller encore plus loin dans son travail d'artiste, en fait. Et là, actuellement, il expose plus d'une quinzaine de tableaux. Donc là, on a vu plusieurs formats. Il y a les grands, il y a les moyens, les petits formats. Et il expose
Et en fait, on a pu voir, il met aussi en valeur le riche patrimoine culturel algérien. On a pu voir dans les dédales des rues d'Alger, Alger des temps anciens, Alger d'aujourd'hui. Oui. Et franchement, elles sont magnifiques, le rendu est magnifique. Beaucoup, il dessine à la base la le ville, dessin. hein. Ah oui, oui, il adore. Alger a inspiré autant de peintres que de poètes. Hein. Et surtout avec tous ces détails. Absolument. Il a un très bon coup de crayon. Et puis bien sûr, il rehausse ça avec l'aquarelle qui donne des couleurs extraordinaires. Il y a une certaine fluidité, un rendu des couleurs est extraordinaire. Hein. Il a beaucoup de doigté, beaucoup de talent, beaucoup de dextérité, parce qu'il faut aussi une bonne concentration, voilà, un bon geste aussi. Il faut le geste sûr. Hein. Il travaille avec la perspective, tout ça. Absolument, avec beaucoup d'aisance sa peinture. Ben, on a fait connaissance avec cet artiste grâce à vous. Ça a été une belle rencontre. Ça a été une belle rencontre. Et puis aussi, il y a voyage dans le temps, c'est dans Alger des temps anciens. C'est l'aquarelle, voyage dans le temps en aquarelle. Voilà, voyage dans le temps en aquarelle. C'est une exposition qui a démarré samedi dernier, qui va se poursuivre au moins pendant 3 semaines. Voilà, puisque toutes les 3 semaines, il y a des expositions, il y a des artistes connus, non connus, des jeunes talents, puisque c'est la politique un petit peu de la galerie qui prête son espace, qui met à la disposition des artistes, des jeunes talents, son espace à titre gracieux. Eh bien, merci beaucoup Nassiba pour cette belle découverte aujourd'hui. On a pu faire un gros plan sur la belle peinture de Abd Nasser Rebati, qu'on aura l'occasion de voir aussi à la galerie Ezouart. Bien sûr, si elle n'est pas fermée à 15h. Hein, il faudra faire attention, ça ferme à 15h probablement. Donc aujourd'hui, avec les nouvelles règles sanitaires, la fermeture de certains commerces et certains lieux, ou éviter les grands rassemblements à cause de cette pandémie. D'ailleurs, quand il y a des expositions, il n'y a plus de vernissage. Non, il n'y a plus de vernissage, parce que quand il y a le vernissage, il y a du monde qui vient, le grand public, les amis, les collectionneurs. Il faut réduire donc il n'y a pas de vernissage. La galerie est ouverte à partir de 10h et jusqu'à 15h peut-être. Voilà, on peut faire un tour. Et on a le temps quand même. On a 2-3 heures. Parfait. Merci beaucoup Nassiba. Je vous en prie. Excellente journée à vous et puis à la semaine prochaine. À vous aussi. Voilà, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. On continue. On va carrément rester dans ce domaine-là, du savoir-faire main, bien sûr de chez nous. Aller rencontrer un artisan que nous fera découvrir Faria El Hamdi à travers ce reportage. C'est Mohamed Sahnoun de la Casbah. On se retrouve juste après. Casbah, dans l'antique quartier de Zoujayoun, que se trouve la caverne d'Ali Baba, ou bien la caverne de Mohamed Sahnoun, qui remémore l'art de vivre, plein d'enseignements du passé d'Alger, des Beni Mezrana, ainsi que l'éclat et le faste de l'Empire ottoman. هي مهنة شوية وعرة أكثر من اللي يخدمها. اللي يخدمها بالك سهلة على اللي يطم هذا الشيء، خاطر هذا الشيء راه مضر شوية في الشرق شوية في الغرب شوية في. حنا نتعبوا بزاف باش نجيبوا هذا الشيء هذا. فهمتي؟ كاين دي فامي عندهم العجب. عندهم العجب مام هنا في البلاد في الجزائر. في وسط البلاد عندهم العجب هنا في الجزائر. كاين في تلمسان ثاني الدخلي لدارو عنده متحف كبير كاع. بصح واش شنو ما يبيعوش، مي ان شاء الله برك يدربوا ولادهم تسمى على هاد التحف، يولفوهم هما ثاني يتهلاو في هذا الشيء، لخاطرش التحف هادو نورمالمون مام بنادم يفقر ولا ما لازمش يبيع. La devanture est ornée d'ustensiles, des porteurs d'eau qui étaient pour la plupart originaires de la région des Ibans, les biscris, ou les employés aux fontaines publiques de Bir Djebbah et de Sidi Mohamed Cherif. القلل الكبار هذوك كانوا يعمروا بهم الماء، والصغيورين كيما هذه كانوا يدوهم العجايز الجبانه، كيروحوا الجبانه خاطر علاش قلت كانوا محضرين يدوهم معمرين بالماء باش يفرغوا الزوا واش يشربوا في القبر تاع الميت. هذه حكايه القله. هذاك البسكري عمي السبتي يقولوا له، هما كاع ساكره. عمي السبتي كان كيفاش نقول، كان انسان محبوب بزاف، خاطش هو كان ثقه بزاف. حنا والدينا كاع كانوا يحملوا في باب الزياره، اللي يقول لك بابا كان طبيب يكذب. هما رامي رجال خدامين، هو على باله المراه شحال تسحق في الدار،
ما تشوفوا ما يشوفها عندها 3 قلات ولا 4 يعمرهم يحطهم لها يفرغهم لها وين ويروح. Selon M. Sahnoun, l'exercice de la dinanderie est devenu aisé depuis que la machine-outil a remplacé la main de l'homme. Tous ces objets traditionnels renferment une mémoire vivante et grandiose pour notre génération. هذا في الحقيقة كان زمان بخارة في وقت العثمانيين كانوا يتحط في وسط الدار واللي ينوض بكري بجمرة شوية بخور حاجة واعرة ماشي زعما قال جاوي ولا واللي يخرج مع الصباح يدعي له ديجاك اللي دار هذاك البخور في الليل واش يديروا يعاودوا البناويت ينقيوه ويلعبوا فيه البقالة تعرفي البقالة وهنا مكتوب بالفضة مكتوب بعز الدنيا بالمال وعز الأخيرة بالأعمال. هذا فاس وي تاع النوار وي كانوا يديروا فيه الورد زمان هذا حاجة كبيرة كاع فضة ومكتوب كاع بالفضة. ميم الكتيبة تاعهم هما كانوا حتى الكتيبة عندها واحد الشارم هنا مكتوب مصابرة ظفرة ومن بعد من جدة وجدة ومن بعد نهبط شوفي مصابرة ظفرة من جدة وجدة نهبطوا لتحت نبداو منها شوفي بالشكر تدوم النعم كلها صبر ظفر من جدة وجدة بالشكر تدوم النعم كلها. كانوا فنانين حتى في الكتيبة تاعهم. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Voilà, et notre sponsor officiel qui nous accompagne tout au long de notre émission, on salue Jamel Hachage qui nous regarde probablement et qui lui nous manque à travers sa rubrique déco. On le salue, je suis sûre qu'il nous regarde ce matin. On va parler donc de savoir-faire bien de chez nous et des jeunes qui ont décidé de prendre les choses en main grâce aussi au travail donc de leur père. Ils sont 3 frères et ils ont aussi enrôlé beaucoup de jeunes dans leur atelier. Aujourd'hui, ils ont une marque déposée. On va les recevoir comme il se doit. Bouzina, marhaba bik. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation aujourd'hui chez vous et merci Canal Algérie pour cette invitation. Merci. Marhaba bik. Vous êtes accompagné de votre frère Mohamed Bouzina. Marhaba bik. Bonjour Amel. Bonjour. Merci pour l'invitation. Inch'Allah, tous bien avec vous, Inch'Allah. Inch'Allah, ça va bien se passer. Et le petit frère, vous ne l'avez pas ramené? Il me regarde. Il n'est pas petit, hein, il a 25 ans. Il a 25 ans, il n'est pas petit, il est encore jeune. Alors, on veut justement faire un gros plan sur votre travail puisque notre journaliste Maya vous a rencontré lors d'une exposition et elle a aimé votre démarche, votre travail. Et puis en cherchant, on a vu que c'était un travail familial, c'était en fait un savoir-faire familial. C'est ça. C'est ça. On a le métier هذا on a été على notre père et notre grand frère. Après بدينا مع الوقت بدينا عجبنا الميتي هذايا كنا دي زيتيديون on était jeunes بدينا انا وفارس بدينا في الدومين هذا تاع الخياطه في الدومين هذا تاع الكرياسيون دي موديل دي ساك باسكو notre père avant كان في لي زاني 80 كان عنده اتوليي يخدم لي سانتور
كان عنده لي كان يخدم لي سانتور، كان يخدم دي كابا في لي زاني 80 زاني 70 في الكوير ثاني. تسمى عنده كان عندنا يعني في الحرفه في الدومين هذا. عندكم الحرفه في الدومين هذا تسمى كبرنا فيها ونا غوندي زعما في هذا الدومين. تسمى ما جاتش نقولوا صعيب علينا. بي ابري كنا اوني دي باشولي جبنا الباك ديالنا قرينا في لافاك في الدومين جيستيون ايكونومي. ابري كنا اون ميم طون نقراو دي زيتيديون اي اون ميم طون نتعلموا كنا في لاتولي افيك دي ماشين نتعلموا نخيطوا دائما كرياسيون دي ساك تسمى. Et vous avez aimé ça. Oui. Vous avez aimé ça, vous avez décidé de mener la chose à bien, vous avez fait des recherches, vous avez acheté des machines, vous vous êtes un peu plus intéressé à la maroquinerie. C'est cela? Oui, oui, on a investi. Vous avez investi. Voilà. وحوستوا وشفتوا الميتي الشباب encore زدتوا طورتوه, c'est ça? Oui, oui. Oui. Bon, au début, كانت علينا شوية صعيبة parce que le problème c'est que ما كاش des endroits وين étudier يعني كيما يقول لك le domaine exact هذايا. Mais on a essayé يعني كيما يقول لك شفنا هكا غوشي دروات وغراس ا مسيو طاهر جغلاف اللي هو اللي فريمون عاوننا سي ان ماتر بور موا ربي يرحمه ان شاء الله اللي فريمون اللي عاونني بوندون 5 و 6 ans واللي زاد طورني بزاف طورنا بزاف في هذا لو ميتيي ماروكانري تما هو اللي كان شغل نوتر فورماتور كان نوتر فورماتور نوتر ماتر كان يروح عنده فارس بزاف اي بي بدينا نروحوا عنده كان شغل يعلمه ويعلمني ثاني كيفاش نطلعوا دي موديل كيفاش افون كي كنا دي جون 18 17 كيفاش تخيط دي ماشين كيفاش تخدم بيان كودر تسمى تري بيان فيني كيفاش تطلع دي موديل ديالك لا فينيسيون et surtout la matière première chercher la matière première essayer aussi de trouver la meilleure matière première عند les tanneurs عند toutes les personnes qui vendent la matière première le cuir par exemple. Voilà. Vous reconnaissez aujourd'hui les qualités bien sûr à l'œil déjà. À l'œil لازم bien sûr parce que كيما يقول لك à force que à chaque fois تخدم وتكريي وتافونسي اوتوماتيكمون تولي دير لا ديفيرونس اونتر لي ماتير كاين لا ماتير بريمير يعني كيما يقول لك لا ميور كاليتي وكاين لا كاليتي نورمال. Voilà. Et chaque artisan, qu'est-ce qu'il recherche? Quel est son produit et comment est-ce qu'il voudrait que son produit soit fini? En bas, la période de l'étape donc de commercialisation, هذه هي شوية جات كم صعيبة. Oui, الماركتينغ بزاف اللي فريمون. l'étape commercialisation bon حنايا شغل l'étape commercialisation دائما نسيو كيفاش حنا في المارشي الجيروا دائما يحب نسيو كيفاش نديفلوبيو نوتر الكوميرسياليزاسيون تاعنا كيفاش نديفلوبيو البرودوي تاعنا ان شاء الله حنا ماذا بينا البرودوي لوكال يكون في الجيري كامل كيما اللي حنا اللي نخدموه حنايا وان شاء الله يكون ميم لي كليون ولا لي كليون ثاني ماذا بينا يعجبهم البرودوي تاعنا ونصل كيفاش نديفلوبيوه وماذا بينا ان شاء الله حتى نوصلوا سورتو كاين دو لوكال في لوكال باغ اكزومبل البري تاع لامبورطاسيون ولا تاع دي زوتر بي ولا البري تاع اللوكال يكون بري ابوردابل بري تاع اللي يكون لي كليون avec la qualité avec la qualité même avec les modèles حسب الطون يكونوا فيه دائما يكون زعما بري باسكو لوكال حاجه تكون اوتوماتيكمون تكون قريبه سور المارشي واش كيما يكون ما تكونش حتى تمبورتيها وتكون صعيبه في لو طون باش تكون في On va voir comment est-ce que vous travaillez au sein de l'atelier puisque en plus de ça votre particularité c'est que vous avez fait travailler avec vous plusieurs jeunes. Vous avez donc recruté plus que 30 jeunes employés. Dans une entreprise aujourd'hui. Voilà, en plus de ça كيما يقول لك كاع من حومه واحده كاع ولاد كارتي واحد. On a essayé de créer يعني هكا voilà genre une ambiance familiale بيناتنا وكاين لو ريسبي ثاني بيناتنا والحمد لله كيما يقول لك حنا اللي كوناهم وحنا اللي كبرنا معاهم وماذا بينا كيفاه يافونسيو معنا وما نسمحوش فيهم ان شاء الله. Très bien. Alors on va voir comment est-ce que vous travaillez au sein donc de cette belle aventure. Regardez, c'est donc un sujet signé Maya Amrani. Issus d'une famille nombreuse, les frères Bouziyem ont grandi auprès d'un père spécialiste en maroquinerie. L'idée de prendre la relève et le rêve de créer leur propre société les pousse vers diverses formations dans le domaine du cuir et de la gestion. Le courage et la volonté les mènent vers la réalisation de leurs ambitions.
on est 7 frères, 7 madame, 7 garçons. Toutes les 7 presque dans le métier. Et chacun apporte voilà, son savoir. Voilà. Mais cette spécialité-là, nous, on a choisi cette spécialité-là et on est avec. Lui, il était notre maître, Monsieur Tahar Djourlef. On a appris beaucoup de choses grâce à lui. Comment dessiner un modèle, comment faire le design, comment faire le gabarit de modèle et les techniques de base et les techniques de couture et tout ce qui concerne le circuit. Même le métier هذايا on a aimé, on a hérité à nos pères de père et fils. كان ما جيناش نحبوا الميتي هذايا ما نقدروش نكملوا فيها سي طون كيما رانا هكايا ومع مع لي بروبليم اللي فيه تما لازم تكون تحبه باش تقدر دائما تطور روحك باش تقدر تافونسي لافون تقدر دائما تكري دي برودوي جداد في الدومين هذايا. Les jeunes de Dhimet, près de Sidi Moussa, sans formation ni expérience, ne trouvent pas de travail. Les frères Bouzienne leur offrent la possibilité de faire une formation, puis un emploi dans leurs ateliers. أنا نخدموا هنا الحمد لله تعلمنا الميتي رانا نرفدوا فيه الحمد لله يعاونوا فينا يعلموا فينا. كان عندي بزاف لي ديبلوم درت لالومنيوم درت لامينويزري هادو في 2008 2009 رحت كدا ما لقيتش وين نخدم شتي وين نخدم في لالومنيوم ما كاش ما لقيت شغل اللي يعطيو لك واحد الحفايس ما تقدرش تعيشي بهم نكذب عليك. لا هنايا هادو بورطون جيراني قبل ما نكون خدامين جيراني وخاوتي وكاع دخلت بديت نخدم معاهم عندي 5 سنين وانا معاهم لهنا الله يبارك نخدم نكذب عليك لقيت روحي انا نعاون الدار ما عنديش بروبليم كاع الحمد لله كاين ماتريال كدا امكانيات كاع لا سيرونس كدايا والله غير كلش حاجه ما خصنا. Ils sont plus de 34 jeunes à être employés dans les ateliers de maroquinerie où règne ordre et discipline, dans le respect d'une chaîne de travail qui commence par une conception, puis la création jusqu'à la fabrication des articles. Moi, je fais de la sérigraphie dans l'entreprise, mais c'est le patron qui me donne les dessins et moi, je les applique. Les employés suivent les règles d'hygiène et portent des masques de protection fabriqués par le plus jeune des frères. Islam a profité de la période de fermeture des ateliers pour créer et fabriquer des masques distribués gratuitement à la population et à certaines institutions de Sidi Moussa. J'ai eu l'idée pour faire des bavettes, des gélés pour la mosquée, des tapis jetables pour la mosquée. On a fait des tenues médicales, voilà, comme ça. On a pris des chambres médicales pour aider, voilà. Pendant la période de Covid, on a aidé la PC, les pompiers, les hôpitaux, les mosquées. Et tout cela gratuitement. Bien sûr. Le cuir se décline sous des formes diverses et variées. Il s'agit d'un matériau noble, apprécié pour sa durabilité. Le sac à main restera toujours le favori des tendances de la mode et de l'élégance. Oui, même le scan. Voilà, on a vu un petit peu tout cet univers et surtout cette énergie de ces jeunes qui sont envieux en tout cas de faire de belles choses et ils veulent faire de belles choses à travers aussi leur marque déposée. On a pu voir aussi, donc vous avez parlé de cet artisan maroquinier qui vous a formé, qui était lui aussi un artisan vraiment très ancien à la Casbah, c'est ça? Oui, exactement, Bab el Oued, les environs de Bab el Oued. C'était le maître. Le premier en Algérie. Voilà, يعني في لو ميم دومين الناس اللي في لو ميم دومين تاعي كاع يعرفوه. مسيو طاهر جولاف ما كاش اللي ما يعرفوش في لا فينيسيون تاعو ولا كان يعني مزير معانا ما كانش هكا بزاف مزير. Mais vraiment, رفدنا من عنده بزاف حاجات. La rigueur, c'est pour apprendre le travail justement. Oui, pour moi c'est un monsieur. ربي يرحمه إن شاء الله, mais c'est un monsieur. إنسان اللي vraiment
اللي عاودني في حياتي وعمري لا ننسى له خير. Et vous avez offert un métier d'ailleurs en or. Aujourd'hui, vous travaillez avec vos mains, vous travaillez avec d'autres jeunes artisans. Vous faites aussi, vous montrez votre savoir-faire à travers des expositions. Voilà, parce que les techniques de base, c'est pas facile باش تعرف les techniques de base, mais grâce à lui اللي هو اللي vraiment عاوننا بزاف même يعني notre père يعاود ثاني غير. Oui, bien sûr. لازم. grand frère ثاني اللي كان بدا ثاني مع après notre père. Notre grand frère Brahim oui Brahim nous a aidé بزاف تاني في question في les modèles ou les questions nous ont encouragé تاني باش نديفلوبيو اكثر واكثر دائما في الميتي هذا تسمى مع تاني دي زوتر فخير تاني اللي كانوا معنا تاني سواء في لي زاشا ولا في لي ماتيير بريمير تاني يعاونونا معليش ما كناش نعملوا وحدنا بصح احنا ماذا بينا تاني في الميتي هذايا ان شاء الله نكونوا نديفلوبيو اكثر ان شاء الله ماذا بينا كيفاش نعلموا دي جون اكثر ونابسوربي تاني الشوماج في الكارتي وين رانا تسمى هذه حاجه ماشي سهله اللي Et puis vous avez fait beaucoup de belles choses et durant cette pandémie vous aussi vous n'êtes pas resté les bras croisés. Vous avez fait même des bavettes d'ailleurs vous nous avez ramené avec le logo de Canal Algérie. Merci. Voilà les bavettes Canal Algérie et puis vous avez fait donc des combinaisons, vous avez travaillé bénévolement pour aider. C'est justement pour montrer que votre pays... Montrer qu'on est là, on peut faire. Voilà. Les jeunes يقدروا يديروا يقدروا يعاونوا يقدروا يكونوا إن شاء الله. Voilà. Donc bravo à vous. Merci. Et puis bonne chance pour ce que vous faites. Donc maintenant reste la commercialisation le plus. Vous avez parlé donc de différentes matières avec lesquelles vous travaillez. Il y a le cuir, il y a le sky aussi. Oui. Voilà. Ça permet d'avoir différents modèles, différents prix aussi. Oui. Bon, si on parle de cuir, le cuir c'est كما يقول لك لا سونت تاعو غالية شوية. Le client algérien مازال vraiment ما عندوش une confiance vraiment في la fabrication locale وما عندوش une confiance في المنتوج تاع بلادو. Alors حنا نهربوا على الكوير باسكو يسقام بزاف وغالي. نوتيليزيو لو سكاي نوتيليزيو لو سكاي نديرو حسب لي دوموند زعما اذا كان عندنا دي دوموند كاين دي كليون ديمونديو لو كوير تسمى اوتوماتيكمون يكون شويه شير على لو سكاي تسمى الكوير تسمى لازم له خدمه امان خدمه aussi montrer lors d'expositions artisanales montrer votre savoir. L'exposition artisanale ثاني تدخل بالكوير مي سينو في باش تكونكيري المارشي تسمى لازم تكون عندك دي بري ابوردابل باش سونو يكونوا ابوردابل كامل سونو المارشي تاعنا وسونو لي كليون. Très bien. Ben merci beaucoup. On vous dit bonne chance, bon courage à vous et merci d'être venu. Merci beaucoup. Juste voilà حنا عندنا بروجي ان شاء الله اللي راهو جاي اللي رانا حابين نديروا كيما يقول لك ايكول صغيره اللي فريمون باش نكونوا فيها لي جون ان شاء الله هكذا. وميرسي عليكم pour l'invitation. Merci Canal Algérie. وميرسي ثاني لاكرام d'Alger اللي غراس اللي كنا احنا في مازافرون واللي عرفتونا لتما. Voilà, lors de l'exposition des artisans. Merci. Bonne chance à vous et à très bientôt. Merci. On continue notre programme, bien sûr. On va retrouver dans un tout petit moment Hakim Keshoud pour nous parler du sport et de la sélection de l'équipe nationale, bien sûr.
retrouve Hakim Kishroud comme chaque mercredi matin avec grand plaisir. Bonjour Hakim. Plaisir partagé. Bonjour Amel, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Ça va, très bien, merci. Avec de bonnes nouvelles, encore une fois. On va parler donc football, éliminatoire de la CAN 2022, c'est cela? Et bientôt la Coupe du Monde. Et bientôt la Coupe du Monde. Il paraît qu'hier j'ai dit notre équipe nationale qui a été sélectionnée pour la Coupe du Monde. Eh bien, Inch'Allah. Pourquoi pas? Ouais, Inch'Allah, ça débutera à partir du mois de mars prochain. Les éliminatoires, mais bon, faut j'espère que ça sera encore, ils vont continuer sur cette continuité de bonnes victoires et de victoires, même s'il n'y a pas eu victoire. Donc, éliminatoire 4e journée de la Coupe d'Afrique des Nations, on cessera de le répéter, 2021 qui devait se dérouler au Cameroun, qui a été reporté en 2022 en raison de la pandémie du coronavirus. Les Verts ont fait match nul, 2 buts partout. Face à l'équipe du Zimbabwe du côté de Harare. Match très compliqué pour les Verts. On s'y attendait. L'équipe du Zimbabwe qui avait créé beaucoup de problèmes à Djamel Belmadi lors de la manche aller. C'était donc le 12 de ce mois de novembre au stade du 5 juillet avec une victoire des Verts 2-1. Les Verts qui avaient bien entamé la rencontre avec l'ouverture du score. 2 superbes beaux buts. Un premier but déjà pour Andy Delors qui signe son premier but en équipe nationale. Andy Delors qui avait été incorporé par Djamel Belmadi en remplacement à Bounedjah qui a fait son entrée en cours de jeu. Et puis un super beau but également de Riyad Mahrez, très impressionnant sur une belle transversale de Ben Rahma. Et puis on avait vu Mahrez encore dans ses œuvres de ce pied gauche. Il a pu se déjouer des défenseurs du gardien de but pour inscrire ce deuxième but en première mi-temps pour les Verts. Le Zimbabwe va réduire la marque juste avant la mi-temps, 43e minute de jeu, et ils vont inscrire un second but en deuxième mi-temps, 2 buts partout. C'est un très très bon résultat pour Djamel Belmadi qui avec ce résultat assure sa qualification puisqu'il fallait à l'Algérie un seul point pour se qualifier officiellement à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et surtout rester en ascendant, c'est-à-dire voilà, en ascendant, donc 22 matchs sans défaite pour les Verts. Sans aucune défaite, c'est très important. On avait parlé durant toutes ces dernières semaines, peut-être du record de l'Égypte avec 24 victoires, mais il y a aussi la Côte d'Ivoire qui en a 25. Donc l'Algérie vise ce résultat, ce palmarès de 25 matchs sans défaite pour Djamel Belmadi qui reste également dans son esprit sur cette dynamique de victoire malgré ce résultat. Ça donne beaucoup d'énergie à l'équipe, ça donne beaucoup d'énergie, on y croit et on continue bien sûr, à motiver les troupes. Ça motive un peu plus. On reste quand même sur 22 matchs sans défaite pour l'équipe nationale, même si on a fait des matchs nuls. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de défaite, c'est bon pour le moral. Donc on reste sur cette dynamique de la gagne, comme on appelle, de la grinta de la gagne. Et Djamel Belmadi, justement, Djamel, il en veut. Il veut que ça reste comme ça. Il veut que ça reste comme ça, malgré la difficulté. Il sait qu'il reste encore 2 matchs à jouer pour la fin de ces éliminatoires, face au Botswana et face à la Zambie, qui sont juste derrière. Donc il y aura une grosse bataille dans ce groupe H entre le Zimbabwe et la Zambie et le Botswana pour qui se qualifiera en compagnie de l'Algérie pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et juste après, bien sûr, il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde. On sait que l'Algérie devra encore jouer à partir du mois de mars prochain. C'est dans l'esprit de Djamel Belmadi qui veut maintenir cette dynamique de la gagne et cette dynamique de victoire et pourquoi pas aller chercher également cette qualification à la Coupe du Monde. On écoute une des déclarations, parce qu'il en a fait beaucoup, une des déclarations de Djamel Belmadi concernant cette qualification et concernant ce qui attend des Fennecs. On aime toujours gagner de toute manière, donc ça c'est clair. À chaque fois qu'il y a... Déjà pour moi c'est déjà une étape qu'on a franchie, c'est-à-dire que même quand on revient comme ça, alors qu'on est qualifié, qu'on revient avec ce point-là et tout ça, il y a chez les joueurs, chez nous-mêmes, une frustration. On n'est pas complètement satisfait. Et elle dit Hadja Mliha, parce qu'on ne se satisfait pas de tout ça. On veut progresser, on veut gagner à chaque fois. C'est une très bonne chose. On est sur la bonne voie. Il faut continuer comme ça. Et voilà, moi, à chaque fois qu'on jouera à l'extérieur, ça sera une bonne opportunité de progresser. Voilà donc une très très bonne opportunité pour progresser pour l'équipe nationale qui lui reste, on rappelle encore une fois, donc 2 rencontres pour cette péripétie on va dire. Exactement. Et pour cette Coupe d'Afrique des Nations face au Botswana et à la Zambie. Et on aime beaucoup les interventions de Belmadi, elles sont toujours un peu spectaculaires et surtout titillantes. Il a toujours été comme ça, Djamel Belmadi depuis son arrivée il y a à peu près 2 ans on va dire, il est toujours resté sur une certaine manière de s'exprimer
s'exprimer vis-à-vis de la presse, il connaît la presse algérienne, il connaît les journalistes algériens qui essayent de chercher... Pas que, mais bon, même les journalistes étrangers, mais il a toujours été clair, net et précis dans ses paroles, dans ses dires, dans ses propos. Il n'a jamais dit je vais aller chercher par exemple la Coupe d'Afrique. Il avait dit, on se rappelle, on va tout faire pour aller décrocher ce trophée. Il était lui, peut-être un petit peu sûr en lui qu'il allait ramener ce trophée, mais pour préserver ses joueurs, pour préserver tous les résultats de l'équipe nationale, il a préféré rester très discret. Il ne déclare pas officiellement les choses, mais il prévoit toujours et il cherche toujours la difficulté. Il a toujours déclaré. Il préserve son équipe surtout. Donc, il sait que c'est des joueurs. Voilà, il sait que c'est des joueurs qui sont un petit peu fragiles sur le plan psychologique. Il sait que ce sont des joueurs qui ont de la qualité, qui jouent dans de très très grands clubs, qui ont un avenir devant eux. Il essaye de faire une cohésion entre ces joueurs, les anciens, les nouveaux. Il essaye d'intégrer également les joueurs issus du cru, mais il a exigé de la part de ces joueurs qu'ils soient performants dans leur club respectif, même en championnat ou dans leur club respectif, pour pouvoir porter le maillot des Verts. Il veut créer... Ça s'est vu sur le terrain, cette cohésion qu'il y a entre cette équipe nationale. Et cette concurrance surtout qu'il y a dans cette équipe nationale. Aujourd'hui, c'est une référence, l'équipe nationale algérienne. Très demandée. Fait peur, on l'étudie sur le terrain. Enfin, le mot faire peur, non. Mais on sait que c'est une équipe qui est difficile à jouer. Maintenant, on sait que l'Algérie devient une équipe difficile à jouer. Faire peur, dans le sport, on n'a pas peur de l'adversaire. Mais on sait qu'il est peut-être 1 degré plus fort que nous. Et on essaye de trouver les failles pour essayer de le battre. C'est ce qu'a fait le Zimbabwe, ils avaient déclaré au départ. On a trop respecté cette équipe algérienne de par son statut de champion d'Afrique. Et on l'avait vu sur le terrain. Ils ont eu cette grinta. Ils sont allés chercher. Ils sont allés faire du rentre-dedans pour essayer de trouver, de donner de la difficulté à l'équipe nationale algérienne qui reste une équipe avec des joueurs talentueux, avec un schéma tactique très bien organisé par Djamel Belmadi, mais qui a encore plein d'idées et il va encore tenter plein d'autres choses dans l'avenir. C'est ce qu'il a déclaré Djamel Belmadi. Ce petit accident de Mboulhi qui a perdu le ballon, un accident, ça arrive, mais ça arrive, ça arrive. On n'oublie pas que Mboulhi a énormément donné pour cette équipe nationale. On ne peut pas remettre... Jamais. Voilà, il ne faut jamais remettre une défaite ou un résultat sur un joueur. C'est un sport d'équipe, c'est un sport de groupe. Pour Djamel Belmadi, quand il y a défaite ou quand il y a mauvais résultat, c'est l'effectif failli à son rôle dans ce match. Il ne s'agit pas d'un seul joueur ou de 2 joueurs, mais il s'agit d'un groupe. Et c'est ce qu'il veut inculquer à son équipe. Djamel Belmadi veut rester sur... Mboulhi qui est aussi très discret. Très discret. Il a toujours été quand même, c'est quand même un gardien de but qui a bien gardé la maison des Verts depuis qu'il est à l'équipe nationale. Il ne faut pas lui en vouloir. Comme les autres gardiens de but qu'a eu l'Algérie. On se rappelle des Abdelnour Kawa, j'en oublie, ça fait partie du jeu. Des Chaouchi, des performances aujourd'hui de ces athlètes et bien entendu il faut toujours que le ballon rentre quand même un jour. Il y a un vainqueur et un vaincu. Et puis comme on le sait, un gardien de but, Raïs Mboulhi, c'est 50% de l'équipe, c'est 50% de la défense. Donc c'est un rôle très très important de garder les buts des Fénat. Voilà, et quelle pression sur lui, puisqu'il doit tout gérer lui aussi derrière. Tout à fait. Voilà. Il y a aussi donc bien entendu Riyad Mahrez qui a donc joué ce fameux... Il reste particulier. Il vient de battre le record de Rafik Saifi qui détenait 15 buts. Donc c'est Riyad Mahrez qui vient de le rejoindre, qui vient de le dépasser avec ce super beau but qu'on avait vu lors de ce match face au Zimbabwe. Coup d'aile? C'est un aile de pigeon. Une aile de pigeon. Voilà, une pichenette, une aile de pigeon, une pichenette. Adel Sardoun nous l'avait dit hier, mais bon, comme on n'est pas des spécialistes du football, on oublie tout. Ce qui est dommage, on aurait aimé remontrer ce but, mais malheureusement les droits nous l'interdisent, donc on ne peut pas remontrer ce super beau but de Riyad Mahrez, fait individuellement sur une superbe et lumineuse passe, on le rappelle encore une fois, de Benrahma dans la transversale. Et le travail de Mahrez a prouvé qu'il était parmi les meilleurs joueurs au monde. Exactement. Voilà. Et bon, ça va continuer avec notre équipe nationale. Donc, toutes les personnes qui sont fans vont pouvoir regarder encore une fois des photos donc de des images, de ces actions. Des actions. Le match est sur la toile. Donc, le match, les gens peuvent le revoir sur la toile. Il est rediffusé sur la chaîne détentrice des droits à plusieurs reprises durant toute la semaine. Donc, les gens auront l'occasion. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette rencontre, ils peuvent aller la suivre. Ou sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on ne peut pas donc montrer ces belles
images et C'est bien sûr les droits, voilà. on respecte. Et surtout durant cette période de coronavirus. Hein, donc les prix sont très chers pour les matchs de foot. Tout à fait. Voilà. Allez, on va parler toujours donc, de la Super Coupe d'Algérie. C'est ce samedi au stade du 5 juillet. Ah oui, ce samedi au stade du 5 juillet à partir de 20h30. Tout le monde avait peur. Alors au moment où les clubs continuent à peaufiner leur préparation au vu de la reprise du championnat qui normalement doit reprendre ses droits le 28 de ce mois de novembre avec, on le rappelle encore une fois, un championnat à 38 journées. Il y a encore une hésitation. Est-ce qu'on va changer de formule de compétition puisque les clubs n'arrivent pas malgré la préparation qui a débuté très tard en raison de la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, la plupart de ces clubs peaufinent leur préparation. Il y a eu le tournoi Rabato qui s'est déroulé il y a une quinzaine de jours où les clubs ont pu peut-être jauger un petit peu leur niveau par rapport à leur préparation malgré les plusieurs cas de Covid qui ont été découverts chez certains joueurs dans certains clubs qui ont d'énormes difficultés à continuer à se préparer. C'est très difficile parce que ça draine du monde tout cela, ces entraînements, même si c'est dans des conditions aussi donc de Covid, donc de confinement, etc. C'est respecté, mais ça reste quand même difficile. Les tests sont chers, les hôtels restent quand même chers parce qu'il y a une certaine éthique à respecter, une certaine discipline à respecter. Donc un joueur par chambre, ça coûte très très cher. La distanciation, même si on sait que ces joueurs sont régulièrement testés par leur service médical et par leur club, mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri aujourd'hui. On sait que c'est un virus on ne sait pas d'où il peut venir de n'importe où, donc il faut faire très très attention. Et donc cette Super Coupe d'Algérie, elle aussi ce samedi sera avec des restrictions strictes sur le plan sécuritaire. Ça se jouera dans un stade vide, à huis clos, au stade du 5 juillet. Ça sera encore une fois une première entre deux belles formations, l'USMA d'Alger et le Chabab Riadi de Belouizdad. On rappelle que les Chabab Riadi de Belouizdad aura également à participer très prochainement donc à la Ligue des champions africaine en compagnie du Mouloudia d'Alger. Puis l'entente de Sétif avec la GS Kabylie, eux, ce sera la Coupe de la CAF. Et puis pour l'USMA d'Alger, peut-être, vont tenter cette année, encore une fois, d'aller décrocher le titre de champion, pourquoi pas. Inch'Allah, très bien. On va parler donc, on va terminer avec le sport comme le triathlon cette fois-ci. Voilà, c'est une découverte, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Le triathlon, une discipline... C'est éprouvant, très éprouvant, mais c'est un sport complet, c'est un sport qui demande énormément de conditions physiques puisqu'il s'agit pratiquement de 3 disciplines. J'en dirai pas plus, je préfère laisser Sarah Derbel nous raconter et nous conter l'histoire de ce sport, pas comme les autres, qui a été créé il y a quelques années de cela. Je suis plus qu'un sport, je suis 3 sports. Passant à ma création, mon nom a été également utilisé pour d'autres enchaînements sportifs jusqu'à 1974. Le premier triathlon moderne a vu le jour aux États-Unis. Il a été réalisé par Jack Johnston et Don Shannon près de San Diego, en Californie. Et c'est sur des distances de 8 km en course à pied, 8 km en vélo et 450 mètres en natation que s'affrontent des Californiens adeptes d'une culture basée sur le multisport et le fitness. Je franchis l'Atlantique en 1980 pour conquérir l'Europe. Le premier triathlon longue distance a été organisé en France, plus précisément à Nice, en 1982. Même si j'étais qualifiée de sport de fou au début, mais j'ai quand même fait de nouveaux adeptes. Ma première structure a été créée 5 ans après mon arrivée en Europe et c'était la Fédération européenne de triathlon. Direction le Nord-Africain, plus exactement l'Algérie. L'idée est venue en 2013 après que Mohamed Belhimer affiche son intérêt. Cet ancien nageur du Mouloudia d'Alger, reconverti en triathlète, en a parlé à l'ancien président du comité olympique. Et comme on dit, de la discussion jaillit la lumière. L'idée de créer une fédération de triathlon s'est concrétisée 5 ans plus tard. Malgré quelques turbulences, la fédération obtient son agrément et parvient à placer 2 athlètes aux Jeux méditerranéens de Tarragone. Hellel Benrouen et Mohamed Belhimer terminent respectivement 15e et 17e. Je suis venu avec Oussama Hellel Benrouen qui a commencé aujourd'hui, qui a fait sa première compétition internationale. Donc la relève est là.
Je suis content pour nous, pour lui. En 2019, lors des Jeux africains de Rabat, les triathlètes algériens se sont adjugés 4 médailles. Un an plus tard, je deviens membre à part entière du comité olympique algérien, en attendant une première participation historique aux Jeux olympiques. Voilà, c'est vraiment un sport d'endurance. Il faut vraiment en vouloir. Voilà, et nous on souhaite bien sûr que l'Algérie se qualifie, pourquoi pas. Donc on espère au prochain JO ou une des éditions des Jeux Olympiques, puisque c'est une discipline très très jeune ici en Algérie. Très jeune. On leur souhaite bonne chance en tout cas à tous ces athlètes qui vont aussi rehausser notre emblème national. Merci. Oui, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est moi. Voilà, merci. On a toujours plaisir à vous recevoir, c'est déjà la fin. Aussi, on est arrivé à la fin de l'émission, on se dit donc à mercredi prochain pour notre part. Hein. Mais pour vous, on vous retrouvera dès dimanche. Dès dimanche, dans l'émission, donc c'est l'heure du foot à partir donc, de 17h30. Très bien, eh bien merci beaucoup et bonne journée. Merci vous aussi. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission, j'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. En tout cas, bonne journée à vous et puis on se retrouvera dès demain, 8h30 bien sûr, avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Et merci aussi à notre sponsor de nous avoir accompagnés tout au long de notre émission, Coral Peinture. Voilà, allez, bonne journée et à demain, Inch'Allah.